d'être venu euh, et d'être là pour ce webinaire. Euh, nous avons une traduction automatique en anglais et en français. Donc, pour ceux qui en ont besoin, vous pouvez aller sur Plus et demander une interprétation en anglais ou en français. Thank you to everyone to be at this webinar. We have an automatic interpretation in French and in English. So you can go to the plus in the Zoom and go to the interpretation to do it in French or in English. Then, um, then I'm going to give the parole to Laure Tal, Directrice of Research at IPAR, to present a bit of the GRAIN project before we start the webinar. Thank you very much to everyone to come. Bonjour à tous. Je voudrais, avant de démarrer, m'assurer que ceux qui souhaitent avoir la traduction en anglais l'ont. Est-ce que ça fonctionne bien pour ceux qui ont la traduction en anglais? Je n'ai pas de signe, donc je vais considérer que c'est un OK. Je suis Laure Tal, directrice de recherche à IPAR et co-coordonnatrice de l'initiative GRAIN, Gender and Responsible Artificial Intelligence Network, avec deux autres institutions, le CICI au Nigeria et Sunbird AI en Ouganda. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans ce webinaire qui est particulièrement important pour IPAR. IPAR est un think tank. Nous sommes basés au Sénégal, mais nous travaillons sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et le focus de nos recherches et de nos réflexions sont les politiques publiques, en particulier les politiques agricoles. Et aujourd'hui, le thème de notre webinaire est sur le lien qu'il peut y avoir entre les agtech, l'IA et les femmes, trois sujets qui sont particulièrement importants pour notre institution. Et pour animer ce webinaire, je vais donner la parole à notre experte sur les questions de genre, docteur Maram Cissé. Quand on a démarré ce réseau, il y a près de 4 ans, plusieurs personnes se sont demandé, mais pourquoi est-ce qu'une institution comme IPAR s'intéresse à l'intelligence artificielle? Au sein même de l'institution IPAR, certains collègues se sont dit, mais nous sommes une institution qui travaillons sur les politiques publiques, l'intelligence artificielle n'est pas dans notre domaine de travail. Et après un peu de réflexion, on s'est rendu compte que c'était tout à fait le contraire. L'intelligence artificielle est au cœur de la vie de chacun de nous. C'est un outil qui est intégré dans des appareils que l'on utilise, qui est intégré de plus en plus dans notre travail. Et dans le domaine de l'agriculture, on voit de plus en plus d'intégration d'outils technologiques qui prennent en compte l'intelligence artificielle. Ces outils peuvent servir pour l'agriculture de précision, peuvent servir pour des outils financiers, peuvent également être utilisés pour mieux disséminer, atteindre des agriculteurs dans les coins les plus reculés avec du conseil agricole digital, par exemple. Et la question, quand on parle des technologies, c'est de voir si les technologies sont inclusives et l'intelligence artificielle n'échappe pas à cette question d'inclusion. Et aujourd'hui, la question donc des agtech et des femmes, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les femmes sont prises en compte dans ces solutions-là, que les développeurs qualifient
souvent de neutre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les solutions AgTech qui sont développées sont neutres? Est-ce qu'au contraire, elles doivent prendre en compte la question du genre, les spécificités liées aux besoins et aux conditions des femmes? C'est ce que l'on va discuter avec vous aujourd'hui, avec différents experts. Donc, je vous souhaite un très beau webinaire et sans plus tarder, je laisse la parole à Dr Maram Cissé, experte genre à IPAR. Maram, à toi. Merci beaucoup, Laure. Julie et vous-même, vous êtes trompée en disant Laure Tard, directrice de recherche à IPAR. Laure est devenue la directrice exécutive de IPAR. Et donc, c'est en sa qualité de directrice exécutive qu'elle a ouvert donc ce webinaire. Et je me réjouis d'animer et de modérer ce webinaire avec vous. Comme elle l'a si bien souligné, aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est plus une technologie du futur. Elle est utilisée dans tous les aspects de la vie au quotidien et particulièrement sur l'agriculture, qui est un secteur essentiel en Afrique. Moi, je suis spécialiste dans des questions de genre à IPA, chercheur, et dans mes réflexions, l'intelligence artificielle n'était pas un sujet habituel, traditionnel de recherche. Jusqu'à ce que je commence, jusqu'à ce qu'on ait ce projet sur l'intelligence artificielle et aussi jusqu'à ce que j'ai des activités en lien avec le changement climatique, en lien avec l'innovation. Et là, la question de l'intelligence artificielle est devenue une thématique qui revenait et qui s'imposait. Et par exemple, je donne juste une anecdote. Lorsqu'on faisait la révision sur la LOASP, il y avait un aspect de consultation qui devait prendre en compte les besoins spécifiques et la prise en compte du genre dans ce processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est la loi majeure en agriculture au Sénégal. Et lorsqu'on faisait ces consultations-là, à un moment, dans les ateliers parallèles, j'animais l'atelier sur les innovations et les technologies et j'ai été surprise en expliquant les innovations que les productrices me disent, Madame, on a bien compris. Maintenant, par exemple, pour les drones nous servent d'épouvantail dans les rizières. Et donc, les femmes sont de plus en contact avec des technologies utilisant les intelligences artificielles dans l'agriculture. Donc, l'agritech et l'intelligence artificielle soulèvent des enjeux majeurs pour les femmes et pose à la fois des opportunités et des défis qui appellent une réflexion autour de la question que nous avons aujourd'hui. Agritech et femmes, quelle orientation IA pour une meilleure inclusion? Et donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de réfléchir ensemble à travers le partage d'expériences, vos expériences riches que vous avez, pour analyser les obstacles que les femmes rencontrent dans l'accès ou dans la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans les développements IA et explorer les stratégies qui peuvent rendre inclusive le développement de l'IA. Et donc, c'est un espace de dialogue, un espace de mise en réseau, de mise en débat entre chercheurs, les chercheurs que vous êtes, que nous sommes, les experts que vous êtes et l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints dans ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais le faire avec 4 de nos collègues experts sur la thématique agriculture IA aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer par faire oui, Laure. Je vais demander aux intervenants de parler lentement pour s'assurer que suivent. Donc, pour les besoins de la traduction, on vous demandera de parler lentement pour permettre aux interprètes de pouvoir bien rendre compte de votre propos. Donc, je me réjouis de partager ce panel aujourd'hui avec Joël Noaker, qui est professeur en ingénierie agricole et bioressources de l'Université du Nigeria,
avec Daoud Sek, qui est ingénieur agronome et expert en chaîne de valeur agricole, avec Moutiat Mohamed, qui est chercheur en microbiologie et nanotechnologie, ainsi qu'avec Aboubakri Wad, qui est agripreneur et fondateur de Salsabi. Donc, sans plus tarder, nous allons faire 2 rounds de questions, et pour chaque question, on donnera à chaque panéliste 7 minutes pour répondre. Après, on fera un deuxième round pour 7 minutes encore. Et je vais commencer par vous, Joël. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur en ingénierie agricole et bioressources à l'Université du Nigeria et chercheur senior à Associate ITPS en Nairobi. Vous dirigez le programme africain sur l'IA en agriculture et système alimentaire financé par le CRDI et la SIDA. Ces travaux contribuent à l'autonomisation des communautés rurales et à l'égalité de genre dans l'agritech. La première question que je vous pose, Joël, c'est dans vos recherches et vos expérimentations avec l'IA appliquée à l'agriculture, comment est-ce que vous intégrez les dimensions genre, équité, diversité et inclusion pour éviter de reproduire ou d'amplifier les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes, en particulier sur l'accès aux services de vulgarisation agricole ou l'accès aux services en relation avec l'agriculture. On sait que l'IA peut favoriser l'inclusion, mais à condition que ça soit pensé pour. Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de vos expériences, comment éviter que l'IA soit une source de reproduction des inégalités? Yeah, thank you. Yeah, thank you. It's a privilege to be here. I want to highlight that most of the work I've done under the AI for D initiative have been through the organization African Technology Policy Studies Network, ATPS Nairobi. The university doesn't really expose us to the realities of what is happening on ground. So I want to acknowledge the role the IDRC AI for D initiative and the ATPS and other partners like Kumasi Hive and ICIPE have played in making sure that I understand the dynamics around women and technology. You know, AI is one of those technologies. So my experiences over the past 3 years in the AI for D network have exposed me to realities on ground. And I want to thank IDRC for helping me to see these realities. And then also I am also intentional about seeing these disparities and also attacking them head on. Considering the cultural, what I call it, circumstances we have in Africa, we find that women, especially when we talk about gender, we refer to male women in the African context, and other groups, because we also bring in diversity, are left out in technology access. And some public policies are not directly targeting these marginalized groups. So in 2021, when I started, piloting the All African Artificial Intelligence for Agriculture and Food Systems under ATPS as a project officer, we saw clearly that the data we have on ground shows that women dominate the African agricultural landscape. Basically 60 to 70%. But on the other hand, we did a study that also shows that women who are tech experts are very few. It is like a direct opposite. You now have 70% of men in technology as experts
and 30% of women as experts. So in my experience, I became intentional about what approaches to gender equality, diversity, and inclusion, especially amplifying the voices of these women who dominate Africa's agriculture. Wherever we go in Africa, they dominate. And we also found out that not just that they dominate, we find them among the class of smallholder farmers. Smallholder farmers dominate Africa's agriculture. And so, finding this, we thought about approaches that could help, reduce the barriers, both in the technology development and access. So, one word that rang as a bell over time in our development process under the Artificial Intelligence for Agriculture and Food Systems Network was being intentional about our approach to engaging these marginalized groups. One experience we also found out is that women are at the forefront, men are at the forefront of taking up technology more than women, maybe because of the norms and value systems that access is basically limited to more of men. In the family, you see men always, when there is money or something associated with money, you see the real thing that happens. So for me, it has been a time for experience, and it also has been a time for engaging really women. So in my work and also in the work of the network, we make sure we build synergies with local communities. At the foundation of what we do, we want to make sure that we have stakeholder engagements before technology is being even developed. Because when you exclude their voices at the foundational stage, when they are developing these tools, their voices starts to be neglected, as it were. So I'm trying to speak slowly so that the interpreter can follow. So the truth is that we made sure that we identified this group. So there was intentionality on our part to identify the women in agriculture. And one experience we had in Nigeria that was very interesting is that the grantee working in Nigeria, we made sure that they even made it possible that these women were organized as a cooperative so that they can have access to finance. And then as a group, they can work together and interchange knowledge. So the technology was developed in other cases with the input of the women. The women had their voices in the design, and we call it, what we call it is design by inclusion. So we used the design by inclusion approach to include these women. So the women had their voices from the start of the design. So their needs were captured as priority needs in the development. And then their unique needs were different from the unique needs of the men. For instance, we saw a gap in digital literacy, which is important in technology use. We also found out that there was a gap in the area of access to mobile phones. And so we thought about developing offline applications that could, deliver these solutions offline. So they had an offline AI system that can detect diseases and send text message via SIM models to the farmers. So because we saw that the data infrastructure was not available in those rural communities. So we have living case examples that are available, and we have also published some reports, and there is a new report coming on an integrated approach to gender inclusion in agriculture. So for me to round up, I know I have 7 minutes. There were 3 key things we identified. We identified that for technology
to be adopted by women, they must be included from the design stage. For it also to include their voices during the design of the algorithms or the development of the algorithms, the data collection, women must be involved. And we also saw that for it to be well adopted, we need to bring in a synergy of private sector, research, and non-governmental organizations to work synergetically to make sure that there is implementation. Finally, we saw that there is need for a feedback mechanism. The women had to be involved in evaluating the technology so that if there were gaps, this can be filled when you have modifications. So there were intentionality to engage them. So that is the key point. And we also found out that researchers lack that engagement procedure. And so that is why there is need to the researchers to engage private sector actors or the non-governmental organizations who are on the field. For instance, IPA is a non-governmental organization. So when someone is developing technology, you can work with IPA to make sure that you have access to the people. Thank you. Merci beaucoup, Joël. Merci d'avoir aussi respecté le temps. Vous avez souligné des aspects essentiellement importants. D'abord, les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès aux technologies et qui font que pour résorber ce gap, cette fracture, il faut, dès le départ, dans la conception des technologies comme l'IA, dans la conception des algorithmes, dans le développement d'algorithmes, dans les données qui alimentent ces algorithmes-là, penser à inclure les femmes et les femmes organisées, donc structurées en coopérative, surtout les femmes qui sont en agriculture et qui sont dans ces dynamiques-là, renforcer donc ces organisations, les considérer comme des communautés dont les voix comptent et doivent être pris en compte dans le processus de développement des IA, mais aussi rendre ces technologies adaptées et inclusif, adapté aux réalités locales, adapté à la spécificité des acteurs et des actrices, notamment les femmes qui ont généralement des niveaux d'éducation un peu plus faibles que les hommes. Donc, ça nous montre que sur cette question de genre, agriculture et intelligence artificielle, il faut des synergies. Et c'est pour ça que je vais me retourner vers Daouda. Daouda Seck est ingénieur agronome et expert des chaînes de valeur agricoles avec plus de 5 ans d'expérience en innovation technologique et en transformation rurale. En tant que UN Global Food System Youth Leader, il promeut l'usage des données et de l'agritech pour renforcer l'inclusion et la résilience des systèmes alimentaires. Son engagement porte sur l'accès équitable des femmes et des communautés marginalisées aux technologies agricoles, mais aussi à l'amélioration de la prise de décision dans les chaînes de valeur agricoles en s'appuyant sur les données et sur l'IA. Daoud, donc à la croisée de tes expériences et à la suite de ce que nous venons d'entendre avec Joël, comment peut-on favoriser des synergies entre les startups agritech, les politiques publiques et les organisations de producteurs et de productrices pour accélérer l'intégration de l'IA responsable dans les chaînes de valeur agricoles? Ok, merci beaucoup, Dr Cissé. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Ouais, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui et d'avoir partagé mon expérience par rapport à l'agritech, mais surtout par rapport à l'accompagnement des politiques publiques, des organisations de producteurs dans les chaînes de valeur agricoles. Et je pense, comme Joël l'a dit, déjà je le salue de passage. Donc on a eu à travailler, donc quand j'étais à Tolbi dans le projet EDPS, donc l'objectif c'était de pouvoir déterminer les rendements donc, pour les organisations qui ont des difficultés d'accéder à des statistiques agricoles. Donc, comme vous le savez tous, l'IA c'est juste un outil.
c'est juste un outil informatique qui permet de réaliser une chose. Mais le plus important, c'est quel est l'impact en fait de l'intelligence artificielle dans la chaîne de valeur agricole. Et comme vous pouvez le constater, pour les politiques publiques, pour les organisations de producteurs, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, au Sénégal, particulièrement les organisations qui sont dans le secteur agricole peinent à avoir des statistiques agricoles fiables. Je donne l'exemple de la direction de l'horticulture ou bien de la Sonacos, donc qui ont des difficultés à accéder à des statistiques agricoles à temps réel pour une meilleure prise de décision. Dans ce sens, donc, qu'est-ce que nous avons fait en tant que secteur privé et agritech? Nous savons que le gouvernement ou bien ses structures émettent des besoins, mais pour la plupart du temps, les compétences ne sont pas là pour pouvoir réaliser. Plus dans la rapidité, mais plus dans la mise en œuvre. Raison pour laquelle il faut collaborer. Mais il faut surtout sensibiliser l'objectif de l'IA ou bien l'impact de l'IA sur ces services-là. Donc concrètement, qu'est-ce que nous avons fait pour la direction de l'horticulture et pour la Sonacos? On a essayé de travailler ensemble pour déterminer les statistiques agricoles pour des chaînes de valeur données. Pour la Sonacos, c'était l'arachide. Pour la direction de l'horticulture, c'était l'oignon et la pomme de terre. Ce que nous avons fait, on a mis en place un modèle d'intelligence artificielle qui a été alimenté par des données qui ont été collectées sur le terrain. Donc les données qui sont prises, c'est plus par rapport à la phénologie des plantes, mais surtout par rapport aux superficies qui sont emblavées pour pouvoir entraîner le modèle. Mais le plus important, c'est comment prendre en compte la réalité sur le terrain, mais surtout l'environnement. Et comme je l'ai dit, l'IA, c'est juste un outil. Quand tu n'intègres pas les réalités du terrain, tu ne peux pas avoir des données satisfaisantes. Et le plus important, c'est pouvoir mener également une communication sensibilisatrice pour ces organisations-là. Leur montrer que pour pouvoir utiliser l'IA, voici les types de données qu'on doit avoir, voici le processus et la méthodologie qu'on doit mettre en place pour pouvoir acquérir cela. Parce que si ce processus n'est pas clair, si cette méthodologie n'est pas très bien expliquée, les données qui seront collectées ne seront pas de bonne qualité et le résultat ou bien les outputs que nous aurons à travers ces modèles ne seront pas très satisfaisants. Donc, raison pour laquelle, même dans cette synergie dont on parle, il va falloir prioritairement et nécessairement sensibiliser les acteurs, leur montrer l'importance de l'intelligence artificielle, mais surtout comment l'IA marche. Pour moi, c'est le premier facteur sur lequel on doit s'appesantir avant même d'aller sur le terrain. Donc, lorsqu'on a fait ce travail-là, on a formé des agents de collecte. C'est important parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense qu'on va remplacer en fait le travail de l'humain. Mais dans ce cas-ci, on fait même de la création de l'emploi. Parce que la collecte de données qui doit se faire sur le terrain nécessite de recruter des agents de collecte, de former ces agents sur la méthodologie de collecte et d'aller sur le terrain pour pouvoir collecter des données. Et comme vous le savez tous, l'IA nécessite une importante quantité de données pour pouvoir entraîner les modèles, pour pouvoir ensuite aller sur le terrain pour les valider et de voir est-ce que les données que nous avons obtenues sont en adéquation avec les réalités sur le terrain. Donc la première des choses pour promouvoir la synergie, c'est de miser et d'appesantir sur la communication sensibilisatrice de l'impact de l'IA avec les différents acteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment maintenant mettre ces acteurs au milieu du processus, au milieu du design. Donc, comme je l'ai encore dit, et je le répète souvent, l'IA, c'est juste un outil. L'agriculteur ou les organisations de producteurs ont leurs besoins spécifiques. Les politiques publiques ont leurs besoins spécifiques. Maintenant, l'IA est venue en tant qu'outil pour permettre de répondre à ces besoins-là. Mais si on ne met pas ces futurs utilisateurs au milieu du processus, on peut ne pas satisfaire les besoins qui ont été émis. Donc, raison pour laquelle, au-delà de la communication sensibilisatrice, c'est de mettre en fait ces acteurs-là, que ce soit les producteurs, que ce soit les politiques publiques, au centre du processus de conception des outils. Parce que pour pouvoir prendre, en fait, ou bien leur permettre de prendre les meilleures décisions. Je vais donner un exemple concret par rapport aux organisations de producteurs. Il y a une organisation que nous avons accompagnée qui est dans le sud du Sénégal, donc FEPROBA. C'est une organisation de 5449 membres actifs, mais qui ont des problèmes pour adapter leurs pratiques agricoles par rapport aux effets du changement climatique. Donc, lorsque nous avons fait plusieurs démarches et descentes sur le terrain, nous avons remarqué que ces producteurs-là, s'ils avaient des informations à temps réel qui leur permettaient de prendre des décisions et d'adapter leurs pratiques du jour en fonction des informations météorologiques, ça leur permettrait de pouvoir améliorer en fait leurs conditions de vie, mais surtout de pouvoir développer leurs systèmes alimentaires. Et ce processus a permis de mieux comprendre le besoin
Et maintenant, comment utiliser l'IA en ce sens pour pouvoir mettre en place des solutions basées sur l'IA et qui pourraient permettre à l'agriculteur de pouvoir satisfaire ce besoin-là. Pour les organisations publiques, c'est le même processus. On a essayé de comprendre le besoin, on est allé les rencontrer, on les a écoutés, et au fur et à mesure du développement du modèle, on faisait des présentations pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas et ce qu'il fallait changer. Donc, c'est ce que Joël disait tantôt, le mécanisme de retour, de feedback, donc provenant des futurs utilisateurs. Donc, ils vont donner le retour en fonction du développement du produit, si les besoins ont été intégrés ou pas. Donc, pour promouvoir les synergies, pour conclure par rapport à la question, c'est déjà de montrer l'impact que l'IA peut avoir sur la chaîne de valeur agricole. Donc, pour les politiques publiques, c'est de pouvoir disposer des statistiques agricoles fiables à temps réel sur des chaînes de valeur données. Pour les organisations de producteurs, c'est de pouvoir leur permettre de satisfaire leurs besoins, tantôt sur la production que sur les bonnes pratiques. Donc, comprendre leurs besoins et de prendre en compte ces besoins-là dans le processus de design de ces outils d'IA pour leur permettre de résoudre leurs problèmes. Donc, cette communication sensibilisatrice permettrait non seulement de promouvoir, mais surtout de travailler en étroite collaboration avec ces différents acteurs-là pour pouvoir apporter des solutions concrètes sur les chaînes de valeur agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci Daoud pour ces éléments très intéressants et pertinents que vous venez de développer et qui remet les utilisateurs des technologies IA au cœur des processus et ces communautés dans la diversité de leur composition, bien sûr, prenant en compte les hommes, les femmes, les jeunes, mais aussi dans la diversité des parties prenantes, que ce soit l'État qui a des besoins spécifiques de prise de décision à travers des statistiques administratives, agricoles ou d'autres, le secteur privé qui a besoin de développer des solutions optimum et aussi les producteurs qui sont, comme vous le soulignez, confrontés dans l'agriculture à un ensemble de processus de changement, comme les changements climatiques, et qui nous poussent à réfléchir à comment l'IA peut aider au processus d'adaptation et d'atténuation de ces changements climatiques. Donc, ce que vous dites va me permettre de voir avec Moutiat, Mohamed, comment est-ce que les technologies IA dans un contexte de changement climatique peuvent être au service de l'agriculture, mais aussi au service de toutes les composantes de la communauté. Moutiat Mohamed est chercheur en microbiologie et en nanotechnologie. Elle coordonne l'unité de recherche et d'innovation de Smith University, AFA, et a conduit plusieurs projets sur IA pour les femmes en agriculture et en aquaculture, ainsi que sur les biofertilisants et la bioénergie. Elle est passionnée par l'économie circulaire, notamment la valorisation des déchets agricoles pour des solutions durables. Et c'est spécifiquement sur cette passion pour les solutions durables que je l'interroge. Donc, vous portez un intérêt particulier sur l'économie circulaire, notamment au modèle West Wealth. Comment cette démarche peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle ou d'autres innovations pour devenir un levier d'autonomisation des femmes dans les filières agricoles ou aquacoles. Vous avez la parole. Thank you very much, Dr. Cisse. It's a pleasure to be here today. That's a very important question you have asked. In agriculture and aquaculture, we usually generate a lot of waste. And my interest in waste-to-wealth model is rooted in the fact that most of these wastes are seen as waste, but with innovation, these wastes can be converted into high-impact products that can boost the economy, especially women empowerment. And also, I would like to say that the aquaculture and agriculture waste-to-wealth model is already in existence. It's not a new theory. It's already happening, and AI is here to now amplify it. I would like to share with you three practical examples. Now,
in Nigeria, we have a lot of cassava peel waste due to the large production of cassava planting in Nigeria. And the after process, at least the conversion of this cassava waste into a more useful process is being carried out by women. So how can AI amplify this? With the use of AI-enabled tools, it can help to detect the nutrients and the moisture content of this cassava waste in the farm. And with that, this can be converted into maybe feedstock for animal. It can be converted into biofertilizer, or it can even be converted into biogas, where these women can now have access to more income from the sales of this feedstock to other company. So in this, AI has helped to convert this low value product into a more useful product and also improve the economy of these women. Also, I want to state that in the coastal communities in Nigeria, the fish activities, aquaculture activities is being carried out in this area a lot. And also, at the end of this process, we have a lot of byproducts, example, the guts, the scale, all this has been generated. So with the use of AI model conversion, this can be converted into feed meal. It can be converted into products that can be used in cosmetic and pharmaceutical. So with this, AI is there to amplify the use of this product and also even make the women to become entrepreneur. Also, we have a digital platform that can link women with different companies that can help them to know if it's time to sell their product. They can even compare prices of their products with others. So this is also giving women another channel of business, that is the green enterprises. So I also want to talk about the crop products. In the case of maize and rice production, women are also involved in the process of the after harvest product. At the end of the day, there is a lot of hooks of rice that is being gathered, especially in the northern part of Nigeria. There is a lot of corn crops. What can we use this for? With AI enabling tools, this can be converted into what? Real-time silica fertilizer for farm. The rice can also be converted into briquettes for clean cooking. So at the end of the day, the artificial intelligence will help women in becoming a more better entrepreneur, improve the economy of the economic. So in essence, what I'm trying to say is that the artificial intelligence model is not replacing the women's traditional knowledge, but it is augmenting it. It is adding more value to what the farmer already have. It is trying to make it a sustainable economy and also boosting the economy of the women, in that they are not depending on just one value chain. Just like Joel has said earlier, the first speaker has said that the value chain of women is becoming expanded because they now have the opportunity of using artificial intelligence to expand their farm. In one way, it helps in providing markets for them, digital availability platform, which can even be in their local language, or sometimes it can even be offline. For those that doesn't have access to internet, it can be offline, and this will enhance the women. So mostly in this community, women can form a women-led cooperative in where they have access to this facility. So that's why I'm so particular about the circular economy, whereby the agricultural byproducts can also be converted into useful products. And at the end of the day, the artificial intelligence models can enhance this. So thank you very much. Merci beaucoup pour ces développements assez intéressants que vous venez de faire sur la possibilité de partir des déchets pour produire quelque chose qui peut être mis en valeur, qui peut être réutilisé, que ce soit comme engrais, donc les déchets
comme engrais, fertilisants, nourriture pour les poissons, mais aussi d'autres types de production qui peuvent avoir des déchets. Vous avez parlé du maïs, on peut parler d'autres types comme le riz, comme le mil. Ça donne une idée de l'ampleur des possibilités qui peuvent exister et dans lesquelles l'IA peut être un outil qui ne remplace pas les savoirs locaux détenus par les communautés, et notamment par les femmes, mais qui les amplifie et qui les valorise davantage pour que ce soit des produits qui sont versés dans les marchés nationaux et pourquoi pas dans les marchés internationaux. Et ça va me permettre, sur ces exemples de développement pratique d'application ou d'outils au service de l'agriculture et qui peut être accessible aussi pour les femmes, me permet de voir avec Aboubakry Wade, qui est agripreneur, fondateur de Salsabi Farm. Il a un verger de 2 hectares au Sénégal qu'il exploite et il est business executive chez Mobile Ecosystem de la CEDEAO. Il a plus de 10 ans d'expérience en IT et a un engagement dans la société civile. En plus de cela, il développe des outils agritech adaptés aux réalités locales et qui promeut des solutions dont celles que vous avez parlé, donc des solutions agricoles innovantes et inclusives pour renforcer l'accès à des communautés marginalisées. Donc, Aboubakry, vous travaillez sur la conception d'outils, de prototypes qui relient production agricole, services et marchés. Comment ces solutions peuvent-elles être pensées pour répondre aux besoins spécifiques des femmes productrices qui sont souvent confrontées à un ensemble de barrières dont l'accès au financement et dont les processus de numérisation et de digitalisation des finances peuvent être des solutions et qui ont aussi des soucis d'accéder au marché, alors que de plus en plus, même s'il y a encore des fractures numériques assez importantes, de plus en plus, un peu partout en Afrique, les populations, les femmes, les hommes ont des téléphones portables et ça peut être des outils à travers lesquels on peut accéder à eux et favoriser des connexions avec des marchés. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. J'ai un fond sonore un peu musical là où je suis. Donc, vous allez avoir souvent peut-être de là. Bon, pour le moment, on ne l'entend pas. donc, très bien. Donc, merci beaucoup. Donc, je suis Aboubakry Wade. Effectivement, je suis multicasquette, comme aime bien le dire Laure. Mais ce qui est important, c'est que je suis là en tant qu'agripreneur et aussi également le business exécutif de Mobile Ecosystem, qui est une start-up sénégalaise qui est établie au Sénégal. Ce qui est bon à souligner, c'est qu'on a effectivement depuis certains temps une très grande progression du numérique, en tout cas des smartphones en Afrique. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'aujourd'hui au Sénégal, on a quasiment 30% de femmes qui n'ont pas accès à des comptes mobile money. Et les téléphones qui sont utilisés aujourd'hui sont des téléphones de seconde main, de seconde qualité, qui ne permettent pas aujourd'hui de développer des services capables de toucher ces populations-là. Donc, nous avons eu l'idée de travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est comment arriver à toucher ces personnes-là avec une identité numérique. Donc, on a créé ce qu'on appelle une identité numérique qui permet d'identifier chaque utilisateur avec la biométrie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont accès à des téléphones mobiles, mais qui ne peuvent pas s'identifier parce que la première barrière, c'est le financement. Et comme vous le savez, on ne finance pas quelqu'un qu'on ignore, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, l'absence de connaissance de ces utilisateurs-là, aujourd'hui, freine le financement, en tout cas du côté non seulement de l'État, mais aussi des bailleurs de fonds. Donc, nous, on a eu l'idée de développer ce qu'on appelle une identité numérique à travers la biométrie. Donc, chaque femme, aujourd'hui, peut s'identifier via son téléphone avec, disons, une biométrie. Donc, on est sûr et certain que si demain je donne l'application à Madame Cissé, c'est Madame Cissé qui l'utilise parce qu'elle va utiliser la biométrie pour se connecter. Donc, ça, c'est le premier niveau de QIC que nous avons jugé utile de développer. Ensuite, on s'est rendu compte que malgré le développement des smartphones, donc les smartphones qui sont vendus en Afrique sont en 2G, 3G. Donc, on n'a pas encore la 4G. Et donc, il y a un défi en termes de couverture qui font qu'aujourd'hui, même si vous êtes très loin du Sénégal, vous avez du mal à accéder à ces données-là. Donc, si en plus, vous n'avez pas un téléphone capable de vous fournir ce service-là,
vous avez des difficultés. Donc, nous, on a développé un smartphone avec des partenaires. Donc, on a intégré non seulement l'outil, c'est qu'on donne le smartphone à ces dames-là, et ces smartphones-là permettent d'être identifiés. Donc, à partir de là, on a connecté les services. Les services qu'on a connectés, c'est les services agritech, c'est-à-dire qu'on a pris des applications existantes pour dire que, par exemple, si moi, je suis une femme et que je suis à Kédougou, j'ai une application développée d'ailleurs par l'ANCAR et la FAO qui s'appelle voilà, une application mobile, je ne vais pas trop donner de publicité. Donc, cette application permet de connaître la météo, le prix du marché, savoir aujourd'hui quel temps il fait, et juste avec une photo, pouvoir identifier si ma plante est malade et quels sont les conseils qui me sont conseillés, qui me sont fournis pour avoir disons, les résultats en tout cas de la maladie et comment aujourd'hui parvenir à guérir cette maladie-là. Donc, on a développé des outils avec les banques. On a travaillé avec les banques parce que vous savez qu'aujourd'hui, la BCAO existe la double authentification. Si vous voulez avoir aujourd'hui une application d'une banque sur votre téléphone, vous devez pouvoir vous identifier avec non seulement un code, également la biométrie. Donc, permettre à ces gens, ces femmes-là, d'accéder au financement à travers leur identité réelle. Parce que c'est une barrière pour ces femmes-là de ne pas être identifiées. Les téléphones mobiles qui sont utilisés sont souvent du mari ou du fils. Et donc, ça a donné pour nous, l'étude qu'on a menée, ça nous a permis de comprendre que une fois que vous mettez sur la main d'une femme, d'une productrice, un outil qu'elle peut s'identifier, qu'elle peut faire ses propres échanges, qu'elle peut appeler, qu'elle peut faire ses transactions financières, vous arrivez à l'aider à vraiment s'autonomiser. Donc, c'est là où on a commencé le projet. Aujourd'hui, on travaille avec des structures d'organisation de femmes, comme je l'ai dit, également l'État du Sénégal. Merci bien Aboubakry d'être revenu sur ces innovations essentielles et accessibles parce que nous qui travaillons sur les thématiques, sur les femmes, l'autonomisation des femmes et les questions de genre, on sait bien que l'un des principaux obstacles que les femmes rencontrent dans la mise en œuvre de leurs activités économiques de quelque secteur que ça soit, c'est l'accès au financement. Elles font face à des contraintes de garantie et la possibilité de passer par une garantie numérique pour pouvoir développer des partenariats ou une relation de confiance avec les banques, c'est un élément qui est un levier d'action pour les femmes productrices. Et donc, cela permet de mettre à l'échelle et de renforcer l'accès au financement et la possibilité d'avoir aussi en même temps accès à des services agricoles, à des services météorologiques, à des conseils. Tout cela renforce donc ces processus d'entrepreneuriat des femmes dans l'agriculture. Donc, comme nous l'avons vu dans les différentes interventions, on est sur des technologies qui doivent être inclusives, qui doivent mettre les communautés au centre et qui doivent permettre d'avoir des solutions accessibles, utilisées au quotidien, dans la mise en œuvre des activités économiques quotidiennes et qui renforcent les femmes de manière durable en s'appuyant sur des éléments qui est en relation avec leur écosystème et leur réalité. Donc, pour cette deuxième round de questions sur lesquelles je vais vous demander d'être un peu plus, de prendre moins de temps, 5 minutes, je vais donner à chacun 5 minutes pour répondre à une deuxième question. Et après, pour qu'on puisse avoir le temps d'ouvrir les débats avec les participants qui sont avec nous. Et je reviens à Joël pour lui demander de manière concrète, quelle approche concrète est-ce que vous allez recommander, quelle approche concrète vous recommandez pour approcher davantage. On a discuté tout à l'heure de l'importance de la synergie, mais souvent la recherche est souvent un peu éloignée des communautés, un peu éloignée des décideurs. Donc, dans vos réflexions au niveau de la recherche, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les universités africaines soient au service
des communautés africaines, que ce soit les organisations de producteurs et de productrices, et pour que les innovations qui sont construites le soient de manière coordonnée, co-créée, et que ça s'adapte réellement à nos réalités. Si vous aviez à donner une ou deux recommandations, quelles seraient ces recommandations concrètes pour aller vers ça? Thank you, Cynthia. Yeah, perfect. I love what you said. I'm coming from the research background, but I have changed. And I believe that African universities should change. In one recent capacity building workshop co-organized with the AI4D, IDRC, and then my department at University of Nigeria, piloted by the ATPS, we were intentional about changing. The idea came because I saw that there is need to be intentional about the way we do things. For instance, in the final year projects of most universities, they are not connected to the end users. So we see that in the universities, most researchers or most research outputs are not driven by end users' needs. It's basically to publish and to grow academically. So we need to change the way we do things. So one, we need targeted training of our researchers to ensure that the research culture changes. So we must change the research culture. There must be an intentional policy for reward systems to change, not to be driven by academic publications only, but community impact. So we can have professors, we can have PhD holders that have solved community problems. There must be also a clear policy to make sure that there is a synergy, what we call public-private partnership, and that partnership that works. So where researchers in agriculture drive their research priorities from the field, full engagement with the farmers, especially the women farmers here. And there was something that I learned I quickly want to show. There is need for us to have a clear, safe, spaced discussion. When I say safe, spaced discussion, that is where we have a clear, disaggregated data collection, where we are taught that there are data you collect from women only and from men only, because we have trials that show in African context, if you have a mixed approach of data collection between men and women, the men voices dominate the women voices. So researchers should learn these new ways. So as I said, there must be intentionality in training and capacity building for researchers. There must be a public policy that supports a reward system that is not paper or publication driven, but community impact driven, so that we have researchers that are promoted in our institutions based on their community impact and not on the number of publications in international journals alone. So in such way, we will succeed. So I've mentioned public-private partnership. There must be intentionality to partner with NGOs, partner with private sector actors, so that our technology will be adopted. And if we do that, if we have this discussion, it can take us a whole day when we describe each three parts of these things, what we should do. So the researchers must partnership that works. Thank you. Merci beaucoup, Joël. Vous aviez entamé votre propos sur l'exigence d'inclusion et vous
vous finissez votre propos sur l'exigence de partenariat entre la diversité de parties prenantes qui composent les secteurs et les sociétés, les universités, l'État, la société civile, le secteur privé, qui doivent tous ensemble travailler et communiquer. Et pour l'université, c'est fondamentalement important que la formation et la recherche soient au service de la communauté et que ça soit transmis dans des canaux et des formats qui peuvent être utilisés par l'ensemble de ces parties prenantes. Et ce que vous dites là est éminemment important et pertinent pour arriver à cette fin-là. Et c'est pour ça que je me retourne aussi vers Daouda pour lui demander l'IA s'alimente de données, l'IA apprend à partir de données. Selon vous, vous avez parlé des collaborations, vous aussi, qui doivent exister avec l'ensemble des parties prenantes que Joël vient de citer. Selon vous, quels sont les mécanismes concrets qui peuvent permettre que la puissance de l'IA et des données contribue à des décisions qui favorisent au-delà de l'ensemble des communautés marginalisées, qui favorisent l'équité de genre, parce que, comme il l'a rappelé aussi tout à l'heure, les femmes, plus que les hommes, sont confrontées à des problématiques d'équité et d'égalité dans les systèmes alimentaires. Oui, merci beaucoup, Dr. Cissé. C'est une question vraiment très pertinente sur laquelle je vais apporter des éléments de réponse. Et je pense même que j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec Joël lorsqu'on faisait notre évaluation, que l'objectif vraiment, au-delà de renforcer en fait la résilience des systèmes alimentaires, c'est de voir comment intégrer les minorités ou bien les groupes marginalisés. Et ça commence déjà par une volonté positive de les cibler. Parce que pour moi, quand on travaille avec des organisations de producteurs ou bien quand on travaille avec des acteurs qui sont dans l'écosystème agricole et qu'on veut intégrer en fait cet aspect égalité des sexes, il faut volontairement cibler en fait ces jeunes-là. Je donne juste un exemple, ces femmes-là. De dire cette année, on a comme objectif de toucher 50% ou bien 60% des femmes en fait dans notre stratégie. Et c'est le concept de leaving no one behind. Nous devons être inclusifs dans nos stratégies, mais nous devons être inclusifs aussi dans nos pensées. Parce que si on se focalise juste sur en fait des organisations de producteurs qui touchent uniquement des hommes, on peut renforcer en fait la résilience des systèmes alimentaires, mais ça ne va pas être équitable parce qu'il y a en fait un groupe minoritaire, un groupe marginalisé qui n'a pas été pris en compte. Donc la première des choses, c'est la volonté positive de pouvoir toucher en fait ces groupes marginalisés et d'aller vers ces groupes-là. Et je pense que c'est important, même quand on parle de IA, mais surtout de développement de communauté, de prendre en compte toutes les catégories de la communauté, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes sont les groupes les plus marginalisés et les groupes minoritaires. Et si on veut toucher en fait ces jeunes-là, il faut aller vers eux, il faut avoir cette volonté d'aller les cibler, de les écouter, de prendre leurs besoins, de faire entendre leur voix, et de pouvoir effectivement les accompagner. Donc le fait d'avoir cette volonté positive dans nos stratégies, dans nos actions, d'inclure en fait les femmes et les groupes minoritaires, que ce soit les jeunes, c'est un point positif. Et je donne juste l'exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le sud, en fait, autant pour moi, du bassin de l'Anambé, il y a des organisations de producteurs, mais il y a également des femmes qui s'activent dans l'agriculture. Et ces femmes rencontrent des besoins comme les hommes rencontrent ces besoins-là. Et si spécifiquement, volontairement, on ne va pas chez ces femmes-là, les écouter, de prendre en compte leurs besoins et de voir comment intégrer ces besoins-là pour pouvoir apporter des solutions concrètes, on va toujours basculer vers le sens des hommes et laisser les groupes marginalisés et les groupes minoritaires. Donc, c'est bien de parler d'IA, c'est bien de parler de résilience, mais de résilience pour tout le monde. Donc, le concept de ne pas laisser aucune communauté derrière, donc leaving no one behind, c'est d'inclure en fait les groupes marginalisés et les groupes favorisés pour pouvoir maintenant avoir un impact positif en fait sur les communautés. En fait, c'est en fait l'idée que je voudrais partager sur la volonté positive, mais surtout intentionnelle, de pouvoir cibler ces groupes minoritaires-là et de pouvoir les accompagner. Je me permets de revenir un peu en arrière sur les expériences que vous avez eues avec l'État et avec
le secteur privé. Comment est-ce que vous êtes arrivé à inclure les femmes de manière concrète? Oui, une bonne question. En fait, dans toutes les organisations de producteurs, il y a une bonne quantité de femmes qui s'activent également. Maintenant, je donne juste un exemple. Quand on dit on va accompagner 200 producteurs, donc dans ces 200-là, on va faire de telle sorte qu'il y ait au moins 60 ou bien 70 femmes dans le choix. Parce que les organisations se te disent souvent, on a besoin juste d'accompagner, faire un pilote et d'accompagner 200 producteurs. Vous pouvez faire la sélection à votre niveau. Maintenant, nous, en termes de recommandations, on va leur dire que au-delà de choisir des hommes, il faut inclure plus de femmes pour qu'il y ait une équité. Et ces organisations de producteurs, le plus souvent, acceptent ça. Et on voit généralement que ces femmes aussi ne sont pas prises en compte pour la plupart du temps. Donc, quand on fait ce choix-là et quand on mise en fait sur cette recommandation d'inclure plus de femmes en fait dans le choix pour l'accompagnement, ça permet de prendre en compte la gender balance. Merci beaucoup Daouda pour ces éléments assez intéressants que vous développez sur l'exigence que les femmes, au même titre que les hommes, fassent partie des processus et qu'il y ait des mécanismes qui obligent les parties prenantes à inclure les femmes et à les inclure de manière massive, parce que vous avez parlé de participation à hauteur de 60% pour les femmes. Et c'est bien de le pousser à ce niveau-là, parce que si vous dites moins, si vous dites 30%, vous allez vous retrouver avec 20%. Quand vous dites 60%, généralement, vous vous retrouvez en fin de compte avec 40%. Donc, il faut mettre la barre un peu haute pour que les femmes soient prises en compte dans ces processus qui visent à développer des technologies à intelligence artificielle qui renforcent la production. Donc, au-delà du renforcement des systèmes alimentaires, ce qu'il faut, c'est améliorer la participation des communautés pour que ces systèmes alimentaires qu'on renforce profitent à tout le monde et notamment aux femmes. Et sur ça, je me retourne aussi vers Moutia Mohamed pour lui demander comment elle, dans ses innovations, on a parlé d'inclusion des femmes dans les processus, mais comment les innovations, que ce soit en biotechnologie sur lesquelles vous travaillez ou en IA inclusive, peuvent être mobilisées pour des solutions spécifiques. Hein. On peut avoir des solutions pour des hommes et des femmes, mais on peut avoir parfois aussi des solutions spécifiques, parce que souvent, les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes filières ou dans les mêmes chaînes de valeur, ou ne sont pas positionnés dans les mêmes maillons. Est-ce qu'il y a cette possibilité, au-delà d'inclure les femmes, d'avoir des innovations qui répondent à leurs besoins spécifiques? Thank you very much, Dr. Cisse. For me, as the acting coordinator for the Research and Innovation Unit, I do see biotechnology and inclusive artificial intelligence as a twin engine that is ready to drive empowerment for a sustainable and equitable agriculture. Now, on the biotechnological side, as you can see, we have been doing a lot, like what I've mentioned earlier. The use of microbial technology has been used to convert some agricultural waste. Example, chicken feather have been converted into biofertilizer, where this biofertilizer can be used to empower the crop for vegetable farm. This has been practicalized. Also, the use of cassava peel that I mentioned earlier, that can be used to produce different varieties of products that can empower women. Also, we have the fish meal, the aquaculture byproduct too, that can be used to produce. But technology is not enough. Technology is not enough. This is where the inclusive artificial intelligence comes in, whereby artificial intelligence helps to democratize this technology by making it to get to the grassroots, whereby we have women, for example, now, let's say a farmer in Kwara State, in our farm, having access to a tailored information on how to control pests on our farm, and even how to use a more not chemical method, maybe a biological method to control our farm. So this is
where the inclusivity comes in. And also at the Research and Innovation Unit, what we do is we try to bridge what our researchers are doing with the impact. So the first speaker, Dr. Joy, talks about how do we make sure our research gets to the end user. So I have to tell you that at Summit University here, for the past 3 years now, we ensure that all our final year projects are AI-based. We run a capstone final year project whereby, irregardless of department, everybody makes sure that they included the application of artificial intelligence in their research project. And then we also have what we call a final year poster presentation, where we invite industry, we invite sisters community to come to our university to see what our products, our final year students have done, so that it can translate into the community. We've had this for the 3rd time. This is the 3rd section, and this year will be the 4th section where we are included. And we have seen a lot of tremendous improvement in the community. One of it is we are using cow dung to produce biogases for it's still in pilot stage. Also, we are working on pollution, what we call zero pollution. We have a model where someone has developed a model where we can count our carbon footprint. We can know how are we using waste. So one of our researchers has developed that. It's still in pilot stage, we will take to the community. Also, as you can see, as part of GRAIN grantee, the first grantee, in that project, what we did is that we developed a digital platform where we are looking at linking the female farm producer, aquaculture producer to the industry. So that digital platform is still on. And then lastly, we also have developed a water parameter, because the inclusivity in agriculture is that women are always at that end. So we have developed a digital parameters where it can be used at real time on their phone to monitor the water parameters of their pond, the oxygen level, the BOD. So this is what inclusive is. So with technology and inclusive artificial intelligence, we are going to reach the needed target group in agriculture, especially women and youth. So thank you. Merci beaucoup, Michel, parce que ce que vous soulignez est suffisant et assez vrai et pertinent, parce que les femmes, moins que les hommes, ont accès aux engrais chimiques qui coûtent cher et qui, en plus, ne sont pas bons ni pour l'environnement, ni pour la santé. Donc, arriver à développer des technologies en microbiologie qui permettent d'avoir des fertilisants biologiques accessibles pour les femmes, développer des plateformes qui permettent de suivre et de paramétrer l'accès à l'eau, qui est aussi un des aspects aussi de discrimination ou d'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc, tout cela participe à des solutions technologiques inclusives qui permettent de prendre en compte les femmes et de les suivre, parce que, comme vous le dites, la technologie ne tue pas. Au-delà de la technologie, il faut mettre en place des mécanismes de suivi et de suivi sur le long terme pour voir l'impact que les actions ou les développements technologiques ont dans l'agriculture et pour les femmes. Et ça me permet également de revenir avec Aboubakry sur le fait qu'il y a de plus en plus de solutions qui sont développées, que ce soit par les universités, que ce soit par les chercheurs, mais que ce soit aussi par les startups, et des solutions assez contextualisées et locales. Et dans ce développement de solutions, on se rend compte, nous qui avons travaillé dans la phase 1 de GRAIN et dans la phase 2 de ce projet de genre et intelligence artificielle responsable, on voit que dans les contextes francophones en Afrique de l'Ouest, que nous sommes encore sous-représentés dans ces processus d'innovation et dans l'écosystème d'innovation.
Est-ce que vous, en tant qu'agripreneur, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui doivent être les conditions qui vont permettre à ce que des startups dans les contextes francophones arrivent à ce niveau de développement comme on en a en Afrique anglophone ou dans d'autres contextes? Oui, pour rebondir d'ailleurs sur ce que vous avez dit, hein, on a vu par exemple, j'ai le retour de la traduction. Donc, pour revenir sur ce que vous dites, c'est, par exemple, on a, en fait, j'ai le retour du traducteur. C'est bon? Ouais, donc, je disais qu'on a eu, par exemple, 1,56 milliards de dollars sur 400 startups qui ont été... Excusez-moi, la traduction anglaise est sur la chaîne française. Ok. Comment est-ce qu'on fait? Il doit couper ou bien qu'est-ce qu'il fait? Oui, il doit se mettre sur la traduction sur la chaîne anglaise. Qui c'est à moi? Non, non, pas vous, monsieur Watt. Ok, d'accord. La traduction. C'est bon? Si vous m'entendez, c'est bon. J'ai plus de retour, donc c'est bon. On vous entend. Très bien, donc excusez-moi. Donc je disais que pour revenir sur ce que vous avez dit, hein, sur l'absence des startups francophones sur ce marché-là, il y a eu 1,56 milliard de dollars qui ont été partagés par 400 startups, donc c'est des levées de fonds. Et sur les 400 startups, on a majoritairement des pays comme le Kenya, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud. Donc le marché francophone est très, très sous-représenté. Et malgré que, on disait tout à l'heure, hein, en Afrique subsaharienne, l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'inclusion numérique se réduit. On a eu des taux on partait à 36% en 2022, aujourd'hui on est à 29%. Mais il y a encore plus de 200 millions de femmes qui n'utilisent pas Internet. Ce qui est un marché, parce que c'est un marché d'ailleurs pour les startups. Donc aujourd'hui, le problème d'accessibilité financière pose un grand souci pour les startups africaines. C'est aussi la possibilité de collaborer. Il arrive que malheureusement, dans nos startups africaines, chacun veuille aller de son côté pour développer un outil. Quand vous venez ici au Sénégal, vous avez beaucoup de jeunes qui développent des outils, que ce soit sur l'accès à l'irrigation, l'accès à la production, au stockage, mais chacun y va de son côté. Donc, la mutualisation de ces services-là pourrait permettre aujourd'hui d'aller sur des financements co-construits. Il y a aussi le fait que nos États ne sont pas encore trop ouverts dans l'innovation. Au Sénégal, on a l'exemple de l'ADER qui accompagne des startups, en tout cas des porteurs de projets. Mais on a remarqué également que depuis 4, 5, 6 ans, on a aussi des startups sénégalaises comme Wave, comme Socium, comme d'autres, qui ont réussi à lever des fonds à l'international et aujourd'hui commencent à toucher la sous-région. Donc, il y a une vraie nécessité d'accompagnement, d'incubation et surtout un gap qu'il faut aller essayer de conquérir sur ce marché africain par rapport aux anglophones. Nous, dans notre solution que nous développons, nous avons pensé qu'aujourd'hui, il nous faut la triptyque. C'est le producteur, c'est le financier et c'est surtout l'État. Ces trois-là doivent être réunis pour trouver des solutions. Quand on travaille avec des groupements de femmes, c'est à la fois les identifier, aller sur l'État, aller sur les banques pour leur garantir que ces personnes-là que nous avons, disons, accompagnées sont éligibles parce qu'on connaît leur nom, parce qu'on connaît leur adresse, parce qu'on connaît leurs contacts et on sait qu'est-ce que ces gens-là produisent au quotidien. Donc, cet accompagnement va avec l'identification. Donc, nous, c'est sur ce point-là que nous travaillons depuis certains temps. Maintenant, comment arriver aujourd'hui à lever des fonds? On a vu sur l'AFS qui est basé sur Dakar. J'ai un ami qui est dans la production. Lui, malheureusement, il était seul parmi 10 startups qui étaient invitées. Ces 10 startups-là sont des startups anglophones. Donc, vous voyez que même nos États, aujourd'hui, ne poussent pas les startups sénégalaises vers, en tout cas, des projets, vers des activités qui pourraient être des leviers pour lever des fonds et se développer. Et je pense qu'il a dit tout à l'heure, Daouda Seck, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui dans nos pays, c'est l'accès aux données. Parce que c'est très difficile d'accéder aux données dans nos pays parce que c'est pas facile pour les agences, c'est pas facile pour les ministères de vous donner des chiffres clairs. Et donc, c'est un combat qu'il faut mener pour l'accès aux données qui permettrait à l'IA, qui permettrait aux startups
de pouvoir délivrer des services à la demande. Merci beaucoup vraiment pour votre réponse. Cela nous dit que dans les stratégies nationales qu'on va avoir sur, j'ai le retour moi aussi de la traduction en anglais. Donc, ça nous montre que dans les stratégies nationales qui sont en train de se développer un peu partout en Afrique de l'Ouest sur l'intelligence artificielle, il faut penser au financement des innovations. Donc, ce qui permettrait aux politiques publiques, mais aussi aux partenaires au développement et au secteur privé de penser à financer les startups qui développent des solutions qui sont adaptées à nos contextes. Et l'autre aspect que vous soulignez et qui est éminemment important, qui est revenu dans tous nos propos, c'est la nécessité qu'on a de collaborer entre francophones et anglophones, entre startups africains, pour pouvoir mutualiser nos ressources, pour pouvoir mutualiser sur nos données, d'autant plus que aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone, en Afrique d'une manière générale, on constitue un gros marché et qui intéresse des investisseurs étrangers qui viennent, qui s'appuient sur nos données, qui s'appuient sur nos ressources. Et nous, on a cette possibilité de le faire et donc ça interpelle l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les États, que ce soit les startups, que ce soit les universités, que ce soit la société civile, que ce soit les organisations de producteurs, à travailler ensemble, à co-créer ensemble pour pouvoir relever les défis du numérique qui, comme on le sait, va définir l'intelligence artificielle est maintenant dans nos vies quotidiennes et va devenir quelque chose qui de plus en plus va régir nos existences. Et sur cet élément de conclusion par rapport aux différentes interventions, j'ouvre la parole pour nos participants qui sont avec nous et qui ont posé pas mal de questions sur le chat. Donc, ceux qui veulent poser leurs questions de vive voix, je leur donne la parole. Vous pouvez lever la main. J'ai une question d'Andei Fatou Dema. Oui. Qui me dit, M. Wad, tu peux développer un peu plus sur l'application en donnant le nom et indiquant comment s'identifier. Alors, c'est une question pratique. Non, nous actuellement, on travaille avec, pour l'instant avec des producteurs qui, pour l'instant, ne veulent pas trop communiquer parce que nous sommes en phase de développement. Mais la société s'appelle Mobile Ecosystem et qu'aujourd'hui, le processus est bien avancé. Les tests ont été effectués et maintenant, c'est la mise en application qui va arriver peut-être en octobre. Et là, on pourra commencer à communiquer sur en tout cas, comment accéder. Mais c'est vraiment des groupements de femmes et de producteurs qu'on accompagne. Et j'espère que d'ici au mois d'octobre, on aura en tout cas la possibilité de vous dire. Mais pour s'identifier sur l'application, il faut ce qu'on appelle une carte d'identité nationale. Donc, c'est une carte d'identité nationale qui vous permet de vous identifier. Une fois que vous avez identifié, on vous crée un ID numérique, un ID unique qui est validé par votre biométrique, soit Face ID ou empreinte digitale. Ça, c'est la question. Voilà, donc ça, c'est les éléments d'identification qu'elle a demandé également. Merci. Donc, ça montre qu'il y a un intérêt à ce que ces informations sur comment on accède à la plateforme, comment on s'identifie, comment on participe au processus. Donc, si toutes ces informations sont disponibles, donc ceux qui sont intéressés et qui voudraient être enrôlés dans ce processus peuvent le faire via Internet. Je donne la parole à notre collègue Serif Sambou-Bodian qui a levé la main. Oui. S'il y a d'autres intervenants, merci de lever la main pour qu'on ouvre vos micros, s'il vous plaît. Si vous avez la parole. Merci beaucoup, Maram, pour cette excellente modération. Merci aussi aux panélistes pour les informations partagées qui sont d'une importance notable et qui donnent envie aussi d'en savoir plus.
Notamment, j'ai une question pour, je crois, M. Daouda Seck, par rapport à votre intervention en zone sud, en Casamance, je pense avec une organisation que vous avez nommée FEPROMAS. L'intervention a permis à cette organisation de se rendre compte, en tout cas, qu'ils auraient pu éviter certaines pertes ou en tout cas produire mieux. Maintenant, je voudrais savoir quel est l'outil que vous avez utilisé pour leur permettre de mesurer eux-mêmes cette perte, ou en tout cas de se rendre compte de cette perte. Est-ce que cet outil, ils seront appropriés ou simplement des informations que vous avez partagées avec cette organisation pour qu'elle puisse se rendre compte de la perte? Alors, l'autre question, c'est, bon, qui est un peu plus générale, c'est par rapport à la production, enfin, au-delà de la production d'algorithmes, à mon avis, il serait bien aussi, que ce soit au niveau des universités ou des organisations, de développer des programmes de formation qui ciblent les femmes et qui sont axés sur comment elles peuvent utiliser des applications ou l'IA pour analyser ou détecter certaines attaques, des attaques de leur plan. Parce qu'en fait, il y a un phénomène d'attaque qui se développe de plus en plus. Il y a des applications qui existent qui permettent de détecter c'est quoi l'attaque, de l'analyser, voire même d'analyser la fertilité du sol ou la teneur de l'eau. Est-ce qu'il y a assez de programmes de formation qui sont développés pour former les femmes justement à pouvoir utiliser ces applications et faire des analyses eux-mêmes par rapport à leurs exploitations? Alors, la troisième question, oui. Assez rapidement, il reste peu de temps. D'accord. Alors, la troisième et dernière question, ce serait en fait par rapport au ciblage des femmes, quel impact, en tout cas, quel serait l'impact si on entre par la solution ciblée, en fait, au lieu de cibler dans la mobilisation plus de femmes, et si on développait des solutions qui ciblent les filières ou les maillons sur lesquels les femmes, elles sont. Par exemple, l'horticulture ou la transformation. Est-ce que le développement de solutions qui ciblent directement ces maillons n'apporterait pas plus d'impact à l'inclusion des femmes? Merci. Merci. Merci, Serif. Vous, Daouda Aboubakri, si vous voulez répondre, vous avez la parole. Oui, donc rapidement par rapport à la question donc, liée à l'organisation. On ne vous entend pas, Daoud. Vous ne m'entendez pas? Votre micro est... Oui, je l'ai en ouvert. mute. Non, on entend Daouda. C'est bon, c'est bon. C'est bon, allez-y. Oui, donc l'organisation, ce n'est pas la FEPROMAS, mais c'est la FEPROBA, donc Fédération des producteurs du bassin de l'Anambé. Donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est de les envoyer des messages en langue locale, donc à travers des appels automatisés via une plateforme, donc qui est gérée par l'IA et qui permet à l'agriculteur d'avoir ces informations. Parce que ce qui se faisait généralement, c'était des messages écrits où l'agriculteur n'avait pas cette possibilité de pouvoir le lire parce que le niveau d'instruction parfois n'est pas assez élevé pour pouvoir comprendre ces messages-là. Donc, on leur envoie des messages en langue locale, donc basés sur des informations météorologiques pour adapter leurs pratiques agricoles. En fait, c'est ce qu'on faisait. Donc, par rapport à l'autre question, pour ce qui est de l'horticulture, effectivement, pour l'accompagnement des femmes, donc qu'importe en fait le domaine dans lequel les femmes sont, que ce soit dans l'horticulture, que ce soit dans d'autres types de cultures, l'IA, c'est juste comprendre en fait le besoin et de pouvoir modéliser cela. Donc, nous, les femmes, nous avons accompagné des femmes qui sont dans l'horticulture, où on les a ciblés, on a mis en place avec ces outils d'intelligence artificielle qui prennent en compte leurs besoins pour pouvoir les accompagner. Voilà, donc pour être plus... Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de temps. J'ai essayé d'aller rapide. Ouais. Si Aboubakri n'a pas... Non, juste pour dire... Non, juste Oui. pour informer que, en fait, l'IA, c'est juste une capitalisation des données. Donc, tant qu'on n'a pas les données, l'IA ne peut pas le traiter. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de récupérer les données et ensuite de les agréger pour que l'IA puisse donner la meilleure réponse. Et je pense que Daouda l'a bien expliqué. Il faut les donner pour vraiment pouvoir aujourd'hui améliorer. Ok. On a une dernière question de Ndaïfat Sissé. Ndaïfat, tu poses ta question. Et puis, il y a Julie aussi qui veut prendre la parole avant qu'on vienne à la
phase de clôture de ce webinaire. Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. Maguette, est-ce qu'on peut nous aider à ouvrir le micro assez ouvert? Moi, je ne l'entends pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Son micro est ouvert. C'est à son niveau, je crois. Je donne la parole à Julie en attendant que Ndeye Fatou règle son problème de micro. Julie, tu as la parole. Oui, merci, Madame. Nous avons quelques questions sur le chat aussi. C'est pour ça que je prenais la parole. Donc, je peux vous les donner tout de suite ou bien. Oui. Donc, il y en a une sur existe-t-il des solutions accessibles de l'IA pour pallier au manque de données, surtout concernant le genre, comme par exemple le nombre de femmes entrepreneurs ayant accès à l'énergie propre au Sénégal. On a une autre question qui est pour Dr Motiat Mohamed sur la plateforme. Est-ce qu'elle est accessible au public ou bien est-ce qu'elle est limitée uniquement aux bénéficiaires? Et nous avons une autre question qui est plutôt une observation qui dit qu'il est bien de déterminer un quota en faveur des femmes pour l'enrôlement dans les programmes, mais cette personne pense qu'il faudrait d'abord travailler sur la structuration organisationnelle des organisations de producteurs en veillant à la bonne représentation et représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Donc, pour cette série de questions, je donne la parole à Moutial Mohamed et à Joël. Et si Daouda et Bakri veulent ajouter quelque chose, ils vont ajouter. Okay, thank you very much, Dr. Sise. For programs that will be structured, I think when we want to, doing our project with AI for WA, what we first did was to carry out a focused discussion to harvest what is the knowledge base that we have. And with that, we get to realize that the percentage of women having knowledge of what is even artificial intelligence is quite low. So like you said, first, there should be a kind of survey. The first thing that should be carried out is having a survey to know what is the baseline before it's going to be designed, before the implementation or the advancement should be designed, so that you could know the number of women you want to carry out and also know what is the knowledge, what is the base knowledge they have. Because when we did that focus group discussion, we invited a lot of stakeholders, and from the output of that focus group, we got to know that people are not even aware of what is even artificial intelligence. So if they are not aware of what is artificial intelligence, how could they use artificial intelligence? How could they even use model by artificial intelligence? So I think that's the first thing that has to be done. A survey should be carried out, and then results from that survey will now be used to design. And another thing I would like to say is that if we really want artificial intelligence to be inclusive, if we want it to be equitable, and if we want it to really impact, we have to really co-curate this artificial intelligence model with those people that are really involved. And who are these people? The women, the youth, and then the marginalized farmer. Because if you see, most artificial intelligence design are designed without these people in mind. And at the end of the day, what we are trying to bridge, we might end up having a more digital divide in women. So my recommendation is that when we are creating artificial intelligence model, the most important people who we are trying to empower, who are women, should be at the boardroom. They should be part of the design, not after. They should even know, because we have the issue of acceptability. When you are in the lab and you develop a particular model for women, or maybe, for example, something to test their soil, and when you get to the field, you can see that due to maybe cultural or belief, this may not be acceptable because they are not in the know in the beginning. But when
at the time when you are planning, even when you are designing, these women can even bring in the indigenous knowledge they are using in the soil. Okay, how do we test soil fertility? They already have a way of testing soil fertility before. So you can even have the indigenous knowledge from them and then use it, maybe improve on it or use it to now produce a activity. And they will already know that at the end of this, there's going to be a model that will be produced for them, which they will use to improve. So we have that issue of not involving the active key player in our artificial intelligence model, which we should be looking into. Thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole à Joël pour répondre aux questions qui ont été posées, mais aussi, comme l'a fait Moudia tout à l'heure, de revenir sur une dernière recommandation. Si vous aviez à donner une recommandation pour une intelligence artificielle appliquée à l'agriculture qui contribue réellement à l'équité de genre, à la diversité et à l'inclusion. Ça va nous permettre de gagner du temps et de faire un dernier round. Thank you. It has been very interesting listening to the co-panelists, the real solutions from Summit University, very interesting, and the private sector actor in Senegal. I love the fact he understands the scenario in Senegal. And for my friend Dauda, we understand the issues on the ground. But I want to give this my thoughts. Africa possesses the potential to use AI and other technologies to enhance agricultural production. But the disjointed approach of attacking our climate-related challenges will not make us to succeed. We need to be clear to target the vulnerable, the marginalized, the women, and people with disabilities. There are people that are fully able, but they are colorblind. And so an AI tool should have that ability to speak and communicate with someone who is colorblind. The whole thing is that the process starts with understanding the systemic problem before developing the technology. But at the moment, it seems that two things that drive our technology development across Africa is profit and progress in terms of career development. So over time, I've made the statement that while AI is emerging as a game changer, let it not be the same like IoTs. For instance, I have asked the question, IoTs have not been fully utilized. The potentials have not been fully utilized in Africa. But that is going and the AI is coming. If we still use the same method, the AI will come and go and Africa will remain poor. Hence, there must be clear intentionality on each of us, whether discussants, whether panelists, whether people in attendance, to make sure that we use technology in combination with our local knowledge. The local knowledge is important, and we must talk with the people who use these tools. So please, I'm calling all of us to make sure that all our implementation approaches are inclusive and consider the voices of women. What they said were verified. Thank you. Merci beaucoup, Joël. Je donne la parole à Aboubakry. Allô, madame, vous m'entendez? Oui, Ndeye-Fatou. On était sur la conclusion, mais Elle peut poser sa question. Oui, rapidement, oui.
Merci beaucoup, Maram. Je félicitais tout à l'heure pour l'excellente modération et aussi pour les interventions très instructives des panélistes. J'avais une question pour Monsieur Wade sur l'innovation concernant la garantie numérique qui est, à mon avis, très révolutionnaire compte tenu des énormes difficultés que les femmes éprouvent pour avoir accès au financement. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des efforts aussi qui sont faits avec les politiques publiques pour pouvoir permettre à beaucoup plus de femmes, surtout au niveau des femmes rurales, qui ont un niveau de connectivité assez faible par rapport aux autres femmes dans d'autres contrées. Est-ce que des initiatives sont entamées avec les politiques publiques pour pouvoir démocratiser cette ressource-là? C'était ça ma question. Merci. Bakri, donc tu pourras répondre à la question et aussi à la recommandation Oui, ça finale. ça rentre dans la recommandation. Non, non, merci beaucoup à Ndefa. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est la zone la moins connectée au monde. Donc, on est la zone la moins connectée au monde. Donc, déjà, c'est un défi qu'on lance aux autorités de connecter ces zones-là. Donc, de mettre à disposition des antennes pour que ces personnes qui sont dans les zones rurales puissent accéder à Internet. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est l'écart de genre. Au Sénégal, on le dit tout à l'heure, 30% des femmes n'ont pas encore de compte mobile money. Donc, c'est qui est un vrai problème. Le troisième point sur lequel elle a dit tout à l'heure, nous travaillons effectivement avec l'État parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'on a des difficultés avec l'État civil, nous avons des difficultés avec le nombre d'enfants inscrits dans les établissements. Donc, il y a beaucoup de difficultés dû au fait que les personnes qui sont dans ces zones-là ne sont pas reconnues, ne sont pas connues, ils ne sont pas identifiables. Donc, nous, notre appui vient ramener l'identification de ces personnes-là et d'une façon claire et sécurisée. Ça, c'est l'axe qu'on travaille avec l'État. Sur le financement, sur la garantie financière, les banques ne financent pas des personnes qui ne connaissent pas. Nos femmes sont braves, elles travaillent, elles ont des revenus. Mais ces revenus-là, elles les gardent pour elles-mêmes. Ce ne sont pas des revenus qui sont accessibles, qu'on puisse quantifier. Dès l'instant qu'on leur met à disposition un outil qui quantifie la somme qu'elle génère au quotidien, le groupement, l'argent qu'elle génère au quotidien par mois via des cotisations qu'on appelle les NAT. Donc, cet argent-là permettrait à une banque de comprendre effectivement ce groupement a chaque mois une cotisation qui équivaut à tant. Donc, comme ce groupement a ce montant-là, ce montant peut permettre d'emprunter de l'argent, de toucher des garanties de l'État et ensuite de connaître réellement la taille réelle de ce groupement. Donc, c'est cette coordination-là qui vont permettre à l'inclusion financière et surtout améliorer le quotidien de ces femmes-là. Ouais, donc, ces solutions locales, quand elles sont élaborées, on voudrait que ça soit mis à l'échelle pour pouvoir toucher beaucoup de monde. Mais comme vous le rappelez, on est aussi sur des communautés qui disposent de peu d'infrastructures et ça, c'est le rôle de l'État aussi d'aller vers ça. Je donne la parole à Daouda pour répondre à une ou deux questions et surtout nous dire quels éléments de recommandation pour davantage prendre en compte le genre, l'égalité, la diversité dans l'IA, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes de politique, etc. Oui, merci beaucoup, Dr. Cissé. Voilà, donc en termes de recommandations, je dirais que pour prendre en compte l'équité, il faut déjà une structuration à la base. Ça, on voit que dans nos coopératives ou bien dans nos sociétés de coopératives, ce n'est pas assez très bien organisé. Et c'est la raison pour laquelle l'ITC, donc avec le projet Wacomp, avait pris cette initiative de pouvoir structurer en fait, les GIE qui existent dans les différentes régions pour pouvoir avoir une meilleure représentativité, mais une meilleure organisation. Et à partir de ce moment-là, on peut maintenant introduire l'IA. Et comme je l'ai dit, l'IA, c'est juste un outil. Donc, un outil qui permet de faire une chose. Donc, le plus important, c'est l'environnement, mais surtout les réalités du terrain qui doivent être prises en compte pour pouvoir apporter des solutions concrètes. Donc, la structuration à la base de ces groupes marginalisés à travers des sociétés coopératives, des organisations, permettrait une meilleure introduction, une meilleure prise en compte de leurs besoins pour pouvoir apporter des solutions concrètes. Oui, l'IA, c'est important, mais ce travail préliminaire, préalable à faire les aussi. C'est ce que j'avais à proposer. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conversation intéressante. Nous félicitons nos panélistes pour leurs réponses claires, illustrées, qui nous permettent de voir mieux l'articulation qu'il peut y avoir entre l'IA
agriculture et équité de genre. Quand on parle de l'IA agriculture et équité de genre en Afrique, on est sur des zones où la connexion, où l'exigence de collecte de données est moins importante, mais qui sont également des zones de grande potentialité. Potentialité en ressources naturelles, potentialité en marché, et qui font que le développement que les startups font, les innovations que les universités sont en train de faire sont importantes, mais elles doivent être pensées pour être des solutions locales, inclusives et systémiques dans une démarche, menée dans une démarche systémique qui met en synergie l'ensemble des acteurs, chacun avec le rôle qu'il a à jouer, que ce soit l'État, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit les investisseurs, que ce soit les communautés. Tout cela pour qu'on ne rate pas la révolution IA. On a raté la révolution industrielle, on a l'opportunité, on a une population jeune de plus en plus éduquée, on a un marché, on a des ressources. C'est le moment de l'Afrique et ce moment, je pense, va s'écrire avec l'IA et avec une IA inclusive qui prend en compte l'ensemble des communautés. Nous vous remercions pour cette conversation. Julie, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Sinon, on remercie tout le monde et on se donne rendez-vous à un prochain webinaire pour approfondir notre conversation. Merci à tous, vraiment, et je n'ai absolument rien à rajouter. Je pense que la conclusion de Dr Maram Cissé a été absolument parfaite. Merci aux interprètes pour ce travail qui n'a pas été facile pour eux aussi. Et vraiment, un grand merci à Monsieur Sek, à Monsieur Wad, à Madame Mohamed et à Monsieur Noaker. Merci beaucoup. Et à toute l'équipe qui parle aussi. Merci beaucoup. Oui, on est toute une équipe derrière l'équipe de communication qui nous soutient depuis qu'on a commencé à conceptualiser des TDR. Donc, merci aux collègues qui ont participé et qui ont contribué. Et merci à vous, chers panélistes, pour la qualité de vos interventions. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Merci à tous. Merci. You too. Have a great day.